Mesdames et messieurs, cette émission sera consacrée à un réel problème de santé publique, l'accident vasculaire cérébral. Chaque année, de nombreuses personnes sont victimes d'un AVC dans le monde et en République démocratique du Congo. L'alimentation, la consommation abusive d'alcool, mais aussi la sédentarisation sont citées comme les causes majeures de cette pathologie à la base des multiples cas de décès. L'AVC est également la première cause d'handicap. On parle alors de l'hémiplégie ou de la paraplégie, qu'elle soit une paralysie des membres inférieurs, supérieurs ou de tous les membres. Les causes de l'AVC, la prévention et la prise en charge de cette maladie, c'est tout de suite dans Check-up. Sous diverses formes qu'il peut se présenter, l'accident arrive vite et brutalement. Il peut s'agir d'un blocage des artères ou d'un saignement au niveau de vaisseaux sanguins dans le cerveau. Peu importe, l'accident vasculaire cérébral représente un danger et chaque année, il attaque plus de 15 millions d'individus. Longtemps rattachés aux plus de 64 ans, les AVC touchent de nos jours des personnes moins âgées. Plusieurs facteurs peuvent occasionner ce problème majeur de santé publique, en quoi les spécialistes qui insistent notamment sur l'hypertension artérielle. Causé par une sorte de caillot développé localement ou provenant du dehors du cerveau, l'AVC ischémique est le type le plus répandu avec près de 85% de taux de prévalence. De la Chopo au Congo central, en passant par la ville-province de Kinshasa, d'après une étude faite par le cabinet de sondage Target, environ de 5 à 15 cas d'AVC sont identifiés par semaine dans certaines institutions hospitalières du pays. Nous avons voulu faire ce qu'on appelle une étude combinée. C'est ça la particularité, c'est-à-dire d'un côté, on a demandé le point de vue, l'analyse des spécialistes, et de l'autre côté, on a voulu confronter le point de vue de la population. La conclusion globale, c'est que l'AVC n'est pas lié à une profession. Ce n'est pas se dire, voilà, c'est la maladie des boss, c'est la maladie des riches, c'est la maladie des personnes des aînés. Donc tout le monde peut en être victime. C'est pas comme ça du jour au lendemain qu'une personne peut avoir l'AVC. Donc il y a toujours des causes. Si tout le monde est conscient en faisant telle chose, je peux demain être victime d'un AVC, je pense que les gens pourront quand même apprendre à se discipliner. Si cette enquête de Target révèle en outre que la prise de conscience du danger que présente l'AVC est de 95% sur l'ensemble de personnes interrogées, elle remet cependant sur la table la question liée à la gestion du stress, surtout au moment de période précédant la rentrée scolaire. Une période où, selon Target, le pic d'hospitalisation pour AVC est très élevé. Bon, en tout cas, les raisons, c'est comme l'AVC est plus lié à un problème de stress. On pense qu'avec la rentrée scolaire, généralement, les personnes sont très stressées parce qu'il faut assurer le minerval. Une problématique dont la cause et surtout la prise en charge sont diamétralement opposées selon l'avis du commun de mortels. En tout cas, je ne vois pas de raison pour que quelqu'un tombe malade de l'AVC. En tout cas, tellement que cette période-là est connue. Planifier, quand bien même avec le peu que nous avons, nous savons déjà nous y prendre pour la rentrée de nos enfants en tout cas. Mettre de côté, épargner un peu petit à petit, manger un peu épargné pour que pendant cette période-là on n'ait pas de problème. Je crois que c'est au gouvernement de chercher le bien-être de la population pour éviter ces maladies. Il est déplorable de voir les parents mourir des AVC et des paralysies juste faute de moyens de scolariser leurs enfants, dit cet homme. On a une situation difficile, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est capable de nous venir au secours. Donc il faut se remettre à Dieu. C'est une façon aussi d'éviter les maladies comme les AVC et tout ça. À noter cependant que de 15 millions de victimes de AVC répertoriées par an à travers le monde, 5 millions en meurent, 5 millions demeurent handicapés et 5 autres millions recouvrent leur santé le plus souvent grâce à une prise en charge précoce.
D'où la nécessité de reconnaître les signaux d'alarme et de promouvoir une ligne de conduite préventive. Outre le sport et l'alimentation équilibrée, certains spécialistes martèlent entre autres sur la nécessité de prélever et de faire prélever régulièrement sa tension artérielle. Un geste simple mais très capital dans la prévention des AVC. Car bien qu'il soit réel et permanent, l'AVC peut tout de même être évité grâce à des moyens accessibles pour tous. Je reçois sur ce plateau de check-up le docteur Georges Ngoy, cardiologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci. Et avec vous, nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral. Docteur, dites-nous, est-ce une maladie? Oui, l'AVC, accident vasculaire cérébral, est une maladie cardiovasculaire les plus mortelles aujourd'hui. Le plus mortel, est-ce qu'on doit dire qu'il est plus mortel que le VIH-Sida ou le cancer? Effectivement, il faut savoir aujourd'hui qu'on meurt beaucoup plus de maladies cardiovasculaires, dont les AVC, que de paludisme ou que de VIH dans notre pays. On meurt plus de cela, docteur, selon une étude du cabinet expert. Au cours de 5 dernières années, les hôpitaux ont enregistré un taux croissant d'AVC, voire 5 à 15 cas par semaine. Cela dépend de la fréquentation de l'hôpital. Qu'est-ce qui justifie cela? Ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau mondial, on assiste à une augmentation du nombre de maladies cardiovasculaires, mais particulièrement dans les régions ou les pays où il y a un revenu faible, c'est le cas de notre pays. Dans les régions des pays sous-développés, on assiste à une augmentation de morts dues aux maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, l'AVC, l'infarctus du myocarde. On va dire que la pauvreté est un facteur qui favorise cela? Oui, on meurt encore aujourd'hui parce qu'on est pauvre et on n'a pas le moyen de se faire dépister et puis de se faire soigner. Parlons justement de ce dépistage. Comment ça se fait? Il faudrait chaque semaine se rendre dans un centre hospitalier, voir un médecin pour parler de l'AVC? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de l'âge adulte, chez les hommes à partir de 50 ans, chez les femmes à partir de 60 ans, il faut faire des check-up annuels pour tester sa pression artérielle, son taux de sucre, son taux de lipides, son taux de cholestérol. Il est important qu'à chaque année, lorsqu'on a atteint un certain âge, on vienne à l'hôpital, même si on n'a pas de problème, mais pour qu'on vérifie tous ces paramètres-là. Pour qu'on vérifie tous ces paramètres-là, docteur, justement, revenons à ce problème d'accident vasculaire cérébral. Selon la même étude, on dit que ce sont les grandes villes qui sont touchées en République démocratique du Congo. On parle de la ville de Kinshasa, on parle également de la ville de Matadi. Pourquoi ces grandes villes sont exposées? Les gens qui habitent ces grandes villes sont exposés à faire de l'AVC? Toutes les régions sont particulièrement touchées, mais il est vrai que les villes, avec les pressions qu'il y a sur les villes et les stress importants qu'il y a sur la ville, peuvent avoir un profil tout à fait particulier. On va parler certainement de l'hypertension. Il y a des études dans notre pays qui montrent que le taux d'hypertension est aux alentours de 30%. 30% de la population en région urbaine a de l'hypertension. Hypertension qui ouvre directement la porte sur les AVC. Qui ouvre la porte en dehors de l'hypertension artérielle? Quels sont les autres symptômes qui peuvent favoriser cette maladie? Je pense que vous voulez parler des facteurs de risque, justement, cardiovasculaires. Donc, j'ai cité tout à l'heure, quand vous m'avez parlé des villes, du stress, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 grandes branches des facteurs de risque cardiovasculaires. Les facteurs de risque cardiovasculaires modifiables, ceux sur lesquels on peut agir, et les facteurs de risque cardiovasculaires non modifiables, parmi lesquels je vais citer l'âge. J'ai parlé de l'âge de 60 ans chez la femme, l'âge de 50 ans chez l'homme. Il y a la race également qui est un facteur de risque. On remarque que les populations de race noire sont sujettes à faire des hypertensions d'emblée plus sévères et plus graves que les autres populations. Donc là, la race également est un facteur de risque cardiovasculaire. Et le sexe, bien que la tendance actuellement va vers une égalisation entre hommes et femmes, mais les hommes, le sexe masculin, reste quand même un facteur de risque dominant cardiovasculaire. Mais docteur, dites-nous un peu par rapport à l'âge. Vous parlez de 50 ans chez l'homme, 60 ans chez la femme. Est-ce qu'on doit dire que les moins âgés sont épargnés? Les moins âgés paraissent être épargnés, mais pas totalement. Il y a des risques, mais c'est beaucoup plus rare de faire des AVC à des âges beaucoup plus jeunes. Mais comme nous assistons actuellement à une épidémie mondiale où il y a le diabète, il y a l'hypertension qui sont complètement
en train d'exploser dans notre pays, même à des âges avant 50 ans. Ça s'est remarqué, vous pouvez faire même à 40 ans un AVC. Si vous ne surveillez pas vos facteurs de risque cardiovasculaire, si vous n'avez pas des habitudes saines de vie. Quelles sont ces habitudes saines, justement? Un conseil à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre par rapport à ces habitudes. Voilà, alors là, je vais revenir sur les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont, eux, modifiables, parmi lesquels je vais citer l'alimentation. L'alimentation, on peut encore le reprendre comme l'un des facteurs qui différencie les populations en milieu urbain et en milieu rural. On a tendance, en milieu urbain, à manger mal, à manger les fast-foods, à manger les shawarma, à manger hyper salé, ce qui n'est pas bon pour notre corps. Contrairement aux habitudes que l'on a en milieu rural où on mange plutôt bio, plutôt sainement. Donc déjà agir sur son alimentation en privilégiant les fruits, les légumes, c'est déjà agir de manière bénéfique. L'alcool, la consommation modérée d'alcool et surtout en proscrivant le tabac. Ça, c'est sur ce qu'on peut faire sur ce qui est de l'alimentation et des habitudes de vie. Mais également le sport, la pratique d'une activité sportive régulière, 30 minutes, tous les jours, vous permet de vous préserver des maladies cardiovasculaires. Donc, en agissant sur ces facteurs, en contrôlant également sa pression artérielle si on est hypertendu, en contrôlant son taux de sucre lorsque l'on est diabétique, son taux de cholestérol, on peut se prémunir de toutes les complications de l'hypertension. Docteur, parlons du contexte congolais, de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que la population est suffisamment informée sur tous ces points que vous venez d'épingler tout à l'heure, notamment sur la pression artérielle qui est importante pour tout le monde? D'emblée, ma réponse est non, parce qu'il est fréquent de voir en consultation des patients qui ne comprennent pas ce que c'est que l'hypertension ou qui ne veulent pas la comprendre. Pour nous, Africains, les maladies chroniques, c'est un tabou, c'est quelque chose qui n'existe pas. Souvent, les patients me disent « j'étais hypertendu, j'ai pris mes médicaments et j'ai été guéri ». Ils ne se rendent pas compte que lorsqu'on est généralement hypertendu, on l'est à vie. Donc il nous faut souvent communiquer dans le cabinet médical, mais je pense qu'il faudrait des campagnes de sensibilisation à large échelle pour faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est réellement. Je pense que la sensibilisation, c'est aussi ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau de Check-up Docteur. Nous demandons aux gens de pouvoir respecter justement une alimentation, une très bonne alimentation, une alimentation saine, comme vous l'aviez tout à l'heure. Mais docteur, dites-nous un peu, est-ce qu'il existe plusieurs types d'AVC? Certaines personnes disent qu'il a fait un AVC du côté gauche, d'autres parlent du côté droit. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ces deux termes, côté gauche et côté droit? D'abord, qu'est-ce que cela veut dire AVC? L'acronyme veut dire accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce que cela est? Il s'agit en fait d'un déficit neurologique dû à une interruption de la circulation du sang au niveau du cerveau. Interruption du sang qui est due soit à un caillot qui s'est formé, soit par la rupture du vaisseau sanguin. Et donc, cette interruption du flux sanguin au niveau cérébral va entraîner une souffrance et puis une destruction des cellules cérébrales. Et en fonction de la localisation de la lésion, on aura une symptomatologie qui est vraiment diverse, qui peut se présenter sous forme de difficulté à parler, à articuler, ou carrément être dans l'impossibilité de parler ou de comprendre. Ça peut se manifester également par une paralysie du côté gauche ou du côté droit. Ça peut se manifester par une confusion mentale, voire même un coma et un décès. Donc la symptomatologie est polymorphe en fonction du degré de la sévérité de la lésion et de sa localisation au niveau du cerveau. Est-ce que du coup la personne peut arriver à cette symptomologie, comme vous le dites docteur, ou bien ça arrive progressivement? Comment ça se passe? Tout dépend du type d'AVC. Je rebondis parce que vous m'aviez posé la question sur les types d'AVC, donc vous comprendrez que lorsqu'il y a un caillot sanguin qui interrompt le flux sanguin au niveau du cerveau, c'est l'AVC ischémique, et lorsqu'il y a une rupture vasculaire, c'est l'AVC hémorragique. Donc, tout dépend du type et de la localisation. Qu'est-ce qui pourrait être fatal pour le corps humain de deux, ischémique ou hémorragique? Les deux peuvent être fatales, mais l'AVC hémorragique est souvent beaucoup plus préoccupant. Mais les deux sont associés à une mortalité assez importante. Une mortalité importante, parlons de la prise en charge. Docteur, est-ce que nos hôpitaux à Kinshasa, ici, la capitale, sont bien équipés, les médecins qui sont bien formés pour bien prendre en charge les patients qui souffrent d'AVC, justement?
Tout dépend de quels hôpitaux. Il y a des formations qui sont équipées, d'autres qui le sont moins. Il y a des formations qui sont publiques, d'autres qui sont privées. Mais dans le cadre de l'AVC, ce qui est important, c'est avoir un hôpital qui possède les moyens diagnostiques. Et là, je pense au scanner ou à l'IRM. Avoir une équipe formée en pathologie cardiaque et neurovasculaire, avoir une unité de soins intensifs. L'AVC relève des soins intensifs et donc il faudra privilégier les formations qui possèdent un scanner ou un IRM ou alors une unité de soins intensifs. Une unité de soins intensifs, on en trouve dans des grands hôpitaux ici à Kinshasa. Mais docteur, souvent on remarque que les malades, les patients qui souffrent d'AVC gardent des séquelles. Et c'est souvent ici en République démocratique du Congo que dans d'autres pays ailleurs où on trouve une personne guérir complètement de sa maladie. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est une bonne prise en charge, une mauvaise prise en charge, dirais-je, ou bien c'est la personne qui guérit pas bien de sa maladie? Vous touchez un point important. L'un des objectifs du traitement de l'AVC, c'est de lutter contre l'installation des séquelles et de faire en sorte que la personne puisse retrouver en fait la fonctionnalité qu'elle avait avant de faire son AVC. Donc il est très important de privilégier donc ce point de la thérapeutique qui est la kinésithérapie. Mais personne ne peut prédire, aucun médecin ne peut vous prédire à combien de pourcents le malade peut récupérer, à 100%, à 80%, à 50%, à 25% ou pas du tout. Tout dépend justement de l'importance des dégâts qu'il y a eu et de la localisation. Mais le médecin doit savoir qu'il est important que très tôt, il puisse conduire son patient vers de la rééducation fonctionnelle pour récupérer donc de toutes ces séquelles. Vous avez parlé de la prise en charge médicale, ce qui se passe justement lorsque vous emmenez un malade dans une institution hospitalière. Mais est-ce que les patients bénéficient aussi d'un accompagnement psychologique? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, la prise en charge psychologique et plus neuropsychiatrique doit faire partie intégrante de la prise en charge chez un patient qui a un AVC. Et pour cela, nous sommes aidés par les neuropsychiatres qui doivent être associés dès le début à la prise en charge d'une personne qui a fait un AVC. Parce que je pense que c'est la partie la plus difficile, une personne qui avait toutes ses facultés normales et du coup se retrouver avec une paralysie. Docteur, comment pensez-vous aider cette personne-là à pouvoir s'en sortir? Absolument. C'est un drame. Une personne qui avait toutes ses capacités et qui les perd soudainement doit être accompagnée de manière psychologique. Et là, la psychiatrie, la neuropsychiatrie nous aide à donner aux patients des armes pour, tant soit peu, l'aider à passer le cap et à retrouver une vie adaptée. Nous sommes dans une famille calme à la maison devant la télé et on a une personne, un membre de la famille qui subit au fait cette attaque ou qui fait un AVC. Docteur, que faudrait-il faire? Quel est le premier geste à poser? Première chose, il faut savoir reconnaître, excusez-moi, les signes d'un AVC ou les signes qui peuvent penser que la personne fait un AVC. On en a parlé tout à l'heure. Si vous avez l'un des membres de votre famille, adulte, hypertendu ou diabétique, qui soudainement ne parle plus ou perd l'usage de l'un de ses membres ou ne vous comprend plus et dans un état de confusion mentale, il faut y penser et tout de suite l'orienter vers une formation hospitalière qui pourra poser le diagnostic. Donc le premier réflexe, c'est de l'emmener dans une institution hospitalière, on ne peut rien faire à la maison. Absolument. Vous me posiez la question tout à l'heure à propos des séquelles. L'une des causes qui fait qu'ailleurs il y a peu de séquelles, c'est parce que la prise en charge est très précoce. Aussitôt le diagnostic posé à l'hôpital, aussitôt les mesures adaptées sont prises et on peut éviter l'installation des séquelles et même éviter la mort dans de nombreux cas. Les anglophones disent « time is brain ». Donc le temps, c'est du cerveau. Il faut agir très vite pour permettre à la personne d'avoir le moins de séquelles possible et se rétablir complètement. Docteur Ngoy, dites-nous, combien de temps une personne peut-il se rétablir, revenir à la vie normale après un AVC? C'est très variable. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on parle d'AVC, tout dépend de l'importance des dégâts, de l'importance des lésions et de la localisation de celles-ci. Donc c'est très variable. Certaines personnes récupèrent totalement, certaines personnes récupèrent partiellement, certaines personnes ne récupèrent pas du tout et ça va prendre des années. Donc tout dépend, il n'y a pas de temps bien précis.
Et quelle est la part de la médecine traditionnelle justement dans la prise en charge? Après avoir passé un long moment à l'hôpital, beaucoup recourent à la médecine traditionnelle, notamment pour faire la kiné. Ils préfèrent la médecine traditionnelle et ils disent que c'est plus efficace. Justement, docteur, est-ce que vous dites oui à cela ou non? N'étant pas médecin tradit moderne, je ne serai pas à répondre à la place de nos amis, mais je pense que la balle est lancée, qu'il y ait au niveau du ministère de la Santé une direction médicale qui s'occupe de la médecine traditionnelle, et donc il leur appartient de mener des études pour voir si au sein de cette médecine traditionnelle qui a soigné nos ancêtres, on peut avoir des armes pour combattre les maladies cardiovasculaires et l'AVC, pourquoi pas. Docteur, l'objectif de cette émission, c'est de sensibiliser, c'est vraiment de mettre en action sur la prévention. Alors, ce qui m'envoie vous poser une question, est-ce qu'il y a-t-il un remède contre l'AVC? Vous l'aurez compris, l'adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir » prend tout son sens ici. Les cellules du cerveau n'étant pas capables de se reconstituer, une fois que les dégâts sont installés, c'est fini. C'est du cerveau qui est perdu. Donc, au lieu d'arriver à cette étape où le cerveau est détruit et ne pourra pas se régénérer, il vaut mieux faire de la prévention. Et si on vous disait en quelques mots aujourd'hui de définir cette maladie, sans pour autant parler de la définition des acronymes AVC, en de termes clairs, ceux qui sont à la maison, que peuvent-ils retenir de cette maladie? Alors, en des termes simples, on va expliquer l'AVC comme étant une perte d'une fonction à cause d'un... C'est difficile parce que les termes sont médicaux. Et il s'agit donc d'une perte d'une fonction, de la motricité ou de la sensibilité, ou alors une perte de la parole qui est due en fait à un problème qui est survenu au niveau du cerveau parce que le cerveau n'a pas reçu suffisamment d'oxygène, il n'a pas reçu suffisamment de nutriments et donc les cellules nerveuses meurent et ne reviennent plus à la vie. Docteur, j'aimerais aller par des exemples vraiment concrets. Vous avez un problème avec votre main droite, vous sentez que ça bloque un peu, des sensations bizarres qui vont de la partie inférieure, supérieure plutôt à la partie inférieure. Est-ce que ça peut être un signe d'AVC? Alors, ne fais pas un AVC qui veut. Il y a tout un terrain sur lequel vient se développer un AVC. C'est celui des facteurs de risque cardiovasculaire dont vous avez parlé. Donc, si vous êtes sujet à faire des maladies cardiovasculaires, si déjà vous êtes hypertendu, diabétique, obèse, si déjà vous fumez beaucoup et que vous présentez des troubles de la motricité, du langage, de la conscience, il faut très vite aller consulter un médecin qui posera le diagnostic. Docteur, tout à l'heure, vous aviez parlé du sport, vous avez dit que c'est un élément très important, mais est-ce qu'après avoir connu une attaque, après avoir développé un AVC, vous pouvez directement reprendre le sport? Ou bien y a-t-il des sports qu'il faudrait faire et d'autres qu'il ne faudrait pas faire? Oui, il est très important qu'après l'AVC, l'individu ait une activité physique. Je préfère parler d'activité physique que de sport. Il est très important que l'individu ne puisse pas rester dans cet état d'impotence fonctionnelle, mais qu'il puisse retrouver, si cela est possible, l'usage de ses membres. Et pour cela, il doit faire une activité physique. Ça, c'est pour le côté réhabilitation. Mais le sport, l'activité physique est aussi importante dans le côté prévention. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'une des plus grosses pourvoyeuses d'AVC, c'est l'hypertension artérielle. Et le sport, l'activité physique interviennent en baissant la pression artérielle et donc en donnant une prémunition contre l'hypertension artérielle et ses complications. Donc le sport est important également pour réguler sa pression artérielle, pour la baisser. En dehors de l'hypertension artérielle, quelles sont les autres maladies qui peuvent créer un nid à l'AVC? Qui peuvent favoriser un AVC, nous avons le diabète sucré. Nous avons ce qu'on appelle les dyslipidémies, ou en langage simple, c'est un taux de graisse, de cholestérol trop élevé, de mauvais cholestérol trop élevé dans le sang. Ce sont les trois principales maladies qui peuvent conduire. Mais il y a d'autres maladies, les maladies du cœur par exemple, les troubles du rythme cardiaque, les cardiomyopathies dilatées, le jargon est un peu technique. Docteur Georges Ngoy, on tend vers la fin de cet entretien. Vous avez cette caméra pour justement conseiller tous les téléspectateurs qui nous écoutent afin de prévenir cette maladie et pourquoi pas ceux qui sont déjà tombés dans ce panneau de pouvoir adopter justement un comportement sain pour ne pas refaire l'AVC.
mieux vaut prévenir que guérir. Donc j'invite notre population à se faire dépister, à aller à l'hôpital pour connaître l'état de son niveau de pression artérielle, l'état de son taux de sucre, la glycémie, l'état du niveau du cholestérol qu'il a. J'invite également mes compatriotes à manger sainement, à privilégier les fruits, les légumes, les céréales complètes, à privilégier de manger du poisson, beaucoup plus que les aliments raffinés, gras et transformés. Je vous invite également à pratiquer une activité sportive, la marche, la course, le vélo, la natation, 30 minutes par jour, ou si vous ne pouvez pas, 1 heure par semaine, déjà vous arrivez à agir positivement sur votre pression artérielle. Je vous invite également à proscrire le tabac et à consommer l'alcool de manière totalement modérée. Merci pour tous ces conseils, Dr Georges Ngoï. Je rappelle que vous êtes cardiologue aux cliniques universitaires de Kinshasa et vous prestez également dans plusieurs hôpitaux ici en République démocratique du Congo. Je vous dis merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci de nous avoir fourni autant d'explications sur ce problème de santé publique qui est l'accident vasculaire cérébral. C'est moi qui vous remercie. La suite de cette émission, mesdames et messieurs, c'est dans votre rubrique 1001 questions santé. Comment mesurer soi-même sa pression artérielle avec un tensiomètre? Installez-vous et placez-y l'appareil. L'avant-bras est posé sur la table et la paume de la main est ouverte vers le haut. Enfilez le brassard et placez-le à 2 ou 3 cm au-dessus du pli du coude, sans trop le serrer à hauteur du cœur. La plupart des tensiomètres manuels sont équipés des bandes de velcro pour maintenir le brassard sur le bras. Évitez de prendre votre pression après un stress, une angoisse ou une émotion intense. Quand vous êtes prêt, appuyez sur la poire pour gonfler le brassard. Pompez relativement et rapidement. Pompez jusqu'à ce que l'aiguille atteigne 180. Vous sentirez probablement une légère sensation désagréable. Relâchez l'air contenu dans le brassard. Faites sortir l'air du brassard en vous servant de la soupape d'échappement en le tournant lentement vers la gauche de manière régulière. Arrêtez-vous quand vous commencez à entendre de battements de votre cœur. Regardez en ce moment précis la juge du tensiomètre. L'aiguille doit descendre à un rythme de 3 mm par seconde. Il peut être compliqué de relâcher la soupape et tenir les stéthoscopes. Essayez de manipuler la soupape avec la main ou bras qui porte le brassard et de maintenir le stéthoscope avec l'autre bras. Pour comprendre les résultats, il faut avoir tout d'abord bien noté les chiffres qui vous concernent. Votre pression normale systolique, premier chiffre donné, est inférieur à 120 et votre pression artérielle diastolique, second chiffre donné, est inférieur à 80. Pression normale élevée. Votre pression artérielle systolique premier chiffre donné est comprise entre 120 et 139 et votre pression artérielle diastolique second chiffre donné est comprise entre 80 et 89. Hypertension artérielle premier stade. Votre pression artérielle systolique premier chiffre donné est compris entre 140 et 159 et votre pression artérielle diastolique second chiffre donné est comprise entre 90 et 99. Hypertension artérielle deuxième stade. Votre pression systolique premier chiffre donné est supérieure à 160 et votre pression artérielle diastolique second chiffre donné est supérieure à 100. Hypertension artérielle sévère. Votre pression artérielle systolique premier chiffre donné est inférieure à 180 et votre pression artérielle diastolique second chiffre donné est supérieure à 110. Une fois les résultats interprétés, ne vous alarmez pas si vous voyez que votre pression artérielle est anormalement faible. Cette pression peut être permanente ou transitoire, occasionnelle ou fréquente. Ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais plutôt un symptôme même si vos mesures sont inférieures à 120 sur 80, pas de souci. Il est même possible qu'un résultat de 85 sur 55 soit considéré normal, si vous ne présentez pas de symptômes comme de vertige et des évanouissements. Pensez tout de même à consulter un professionnel car il est important de se faire soigner si le besoin se présente. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.